Bonjour à tous. Dans cette vidéo, c'est la dernière vidéo du chapitre 1. On va toujours s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de la Terre et on va s'intéresser notamment à comment est-ce que l'étude des ondes sismiques nous informe sur la température et sur le comportement des roches. Et les questions qu'on va se poser, c'est à l'intérieur de la Terre, on a des roches, est-ce qu'elles sont solides, est-ce qu'elles sont ductiles, parce qu'on a vu que sous la lithosphère, on avait du matériel ductile. Euh, Est-ce qu'elles sont liquides? Est-ce qu'elles sont figées? Est-ce qu'elles sont en mouvement? Donc on va voir tout de suite comment est-ce qu'on peut obtenir toutes ces informations grâce à des informations thermiques qui sont indirectement obtenues à partir de la sismologie. Donc pour commencer ça, vous avez l'activité du Nathan, page 167, que je vous ai demandé de faire. On va faire rapidement une correction. Donc dans cette activité, on a deux simulations, une bougie qui chauffe un récipient rempli de deux liquides. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que le liquide qui est au fond, qui est plus dense, va monter, et puis ensuite il va redescendre. Donc on a un mouvement comme ça, et ensuite un mouvement comme ça. Et ça, ce type de mouvement qui est lié au fait que l'on chauffe, c'est ce que l'on appelle de la convection. Et ça, vous ne pouviez pas le deviner, c'est un terme que vous devez savoir maintenant. C'est ce que vous observez, vous savez, dans les lampes qui chauffent, là, où on a du liquide qui monte, qui est déchauffé, et puis après, quand il refroidit à la surface, il redescend. Donc ça, c'est un mouvement, un type d'évacuation de la chaleur qu'il y a à connaître. Ici, deuxième expérience, vous avez toujours une bougie, on suppose qu'elle fournit la même quantité de chaleur que la première bougie, et par contre, au-dessus, vous avez une roche cassante, et c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir y avoir de mouvement de matière à l'intérieur de cette roche. Donc le type de transfert de chaleur ici, c'est ce qu'on va appeler de la conduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de matière, c'est un transfert de chaleur qui va se faire comme ça. Et ce que l'on a fait dans cette expérience, c'est que l'on a mis deux sondes de température, une en haut, une en bas, et on a suivi l'évolution de la température. Ici pareil, une en haut, une en bas. On a suivi l'évolution de la température en fonction du temps. Donc je vous ai mis ici les deux flèches qui correspondent à la conduction, les deux données qui correspondent à la convection. Si on analyse ces données, alors pour la conduction, on s'aperçoit que la conduction est ici, que la sonde qui est en haut, au bout de 600 secondes, elle est à une température, pardon, la sonde qui est en bas, au bout de 600 secondes, elle a une température de 90 degrés. Ça veut dire que en bas, ça chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que la sonde qui est en haut, depuis le début de l'expérience, elle a quasiment pas bougé, elle est à 10 degrés. Donc ça veut dire que là, il y a un fort gradient thermique. Alors, gradient thermique, c'est un terme à connaître, c'est la différence de température entre deux endroits. C'est-à-dire que ici, c'est très très froid par rapport à ici. Et tout ça, ça appartient à la même roche. Donc ça, c'est souvent représenté par un triangle. Donc ici, c'est l'endroit où il fait chaud, ici, c'est l'endroit où il fait froid. Donc qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il y a un très grand gradient thermique? Ça veut dire que ici, ça chauffe, et la roche, elle n'arrive pas, elle n'a pas la capacité de transmettre l'énergie de manière, la chaleur, de manière efficace pour que l'énergie se dissipe. Du coup, ici, ça chauffe beaucoup et ici, ça chauffe pas. Et c'est ce qu'on appelle un grand gradient thermique, une grande différence de température entre le bas et le haut. Et ça signifie que les transferts de chaleur sont peu efficaces. Et en effet, la conduction, de manière générale en physique, c'est un moyen d'évacuer la chaleur qui n'est pas efficace du tout. Ok? C'est-à-dire que quand je chauffe ici, ici, ça reste toujours froid, donc il n'y a pas beaucoup de transfert de chaleur. Qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse à cet endroit-là? Alors, au niveau de cet endroit-là, on a quelque chose qui est complètement différent parce que la sonde 1 et la sonde 2, vous voyez que l'évolution en fonction du temps, la température est quasiment la même. Et limite, presque plus on avance dans le temps, plus les températures entre la surface et la profondeur sont les mêmes. Ça veut dire qu'on a un petit gradient thermique parce que la température qui est ici, c'est la même température qui est ici. Ça veut dire que la convection, le transfert de matière, c'est un moyen très très efficace pour répartir la chaleur à l'intérieur de mon environnement. Donc ici, un liquide. Donc, ce qu'il y a à retenir de cet exercice, c'est ce que c'est que la conduction, que la conduction, ça se produit dans une roche qui est cassante, solide, qui ne peut pas bouger, c'est un transfert qui a un grand gradient thermique et que c'est un transfert de chaleur peu efficace. La convection à l'inverse, c'est un mode de chaleur très efficace, c'est pour ça qu'il y a un petit gradient thermique. Donc maintenant qu'on connaît ces deux modes de transmission d'évacuation de la chaleur et qu'on connaît le lien avec
le comportement de la roche ou de l'environnement, on va pouvoir appliquer ça à ce qui se passe à l'intérieur du globe. Donc ici, vous avez un géotherme, c'est-à-dire ça va être l'évolution de la température avec la profondeur. Ici, vous avez la température, ici, la profondeur. Et ce géotherme, c'est ce que l'on a à l'intérieur de la Terre, donc c'est l'évolution, c'est obtenu par des modélisations à partir de données sismiques. Donc ça, c'est des choses que vous n'avez pas du tout à connaître, c'est des choses qui sont très très compliquées. Par contre, vous devez pouvoir comprendre cette courbe et pouvoir l'interpréter. Donc vous voyez que ici, là c'est la surface de la Terre, entre la surface de la Terre et 150 km, vous avez une température qui augmente très 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 rapidement avec la profondeur. Or, ça veut dire que là, sur 150 km, vous arrivez à 1300 degrés si vous creusez de 150 km, ce qu'on ne sait pas du tout faire, hein. Nous on sait faire que 10 km. Ça veut dire, si on reprend par rapport aux données d'avant, que entre là, dans cette première partie de la courbe, on a un très fort gradient thermique. Ça veut dire, si on reprend ce qu'on a vu juste avant, qu'on a un transfert de chaleur qui est très peu efficace. Ça marche pas. Là, il y a de la chaleur elle vient de l'intérieur, hein, attention. Et la surface, elle est refroidie. Et donc, tout ça, ça vous permet de conclure, vu qu'on a un très grand gradient thermique, que la dissipation, l'évacuation de la chaleur se fait par conduction. Il n'y a pas de mouvement de matière, et tout ça, c'est cohérent avec ce que l'on a vu avant. C'est-à-dire que la roche en surface, elle est cassante, elle n'est pas en mouvement. Sous vos pieds, vous n'avez pas quelque chose qui bouge. Si on regarde un peu plus en profondeur, donc on a déjà une première rupture de pente et une deuxième rupture de pente ici. Et là, regardez, entre cet endroit-là, on est à 1700 degrés à peu près, et cet endroit-là, on est à 2200 degrés. Donc, on a potentiellement 500 degrés de différence, mais par contre, on s'enfonce de plus de 2000 km. Donc ici, on a un gradient thermique qui est beaucoup plus faible que ici. Et donc, vous avez un faible gradient thermique. À partir de ce que vous avez vu, de vos connaissances, maintenant, vous pouvez en conclure que le transfert de chaleur est très efficace dans cette zone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaleur qui arrive de cette zone, mais par contre, elle est très très bien répartie dans toute cette épaisseur. Et à partir de là, vous pouvez en conclure que dans cette enveloppe, la chaleur est évacuée par convection. C'est-à-dire que là, vous êtes ici dans le manteau inférieur, vous avez des mouvements de roches, un mouvement des roches qui remonte vers la surface, pas jusqu'à la surface, hein, mais jusqu'à cette limite-là, et ensuite qui se refroidissent au niveau de cette zone-là, parce que cette zone-là est plus fraîche, plus froide, et ensuite qui vont replonger. Il se passe exactement la même chose que l'on a dans la lampe, à l'intérieur du manteau. Et on observe aussi la même chose ici, à l'intérieur. Donc là, vous avez ce que l'on appelle une cellule de convection, des roches qui remontent et qui redescendent, et ici une deuxième cellule de convection, des roches qui remontent et qui redescendent. Et ici, par contre, vous avez une évacuation de la chaleur par conduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de roche. Ici, cette troisième zone, vous voyez que là, on s'enfonce quasiment pas, il y a peut-être 100 km, et par contre, la chaleur, la température, elle augmente de plus de 1500 degrés. Donc, de nouveau, dans cette zone-là, on est dans une zone d'évacuation de la chaleur par conduction. Fort gradient thermique, donc transfert de chaleur peu efficace, donc conduction. Et enfin, dans cette deuxième zone, dernière zone ici, vous voyez que on s'enfonce de 2000 km et la température, elle augmente de 1000 et quelques. On est dans une zone où l'évacuation de la chaleur se fait beaucoup plus facilement, donc de nouveau, on est dans une zone de convection. Donc là, on a vu le lien entre le géotherme et les types d'évacuation de la chaleur. Et ces types d'évacuation de la chaleur, que l'on soit en conduction ou en convection, ça nous renseigne indirectement sur comment est-ce que les roches, quel est l'état, quel est le comportement des roches. Est-ce que les roches, elles sont rigides ou est-ce qu'elles sont ductiles, c'est-à-dire qu'elles sont en mouvement. Parce que ce que l'on a vu, c'était la conduction, ça impliquait que la roche, elle est rigide, alors que la convection, ça implique qu'il y a du mouvement de roche. Donc, si on s'intéresse au comportement des roches, on peut aller encore plus loin dans nos conclusions seulement à partir de cette courbe et de vos connaissances. Si vous avez de la conduction, ça veut dire que vous avez une roche qui est rigide, cassante, qui n'est pas capable de se déformer et ainsi d'évacuer la chaleur de manière efficace. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec les données que l'on a en surface, parce qu'en surface, quand vous avez des roches,
les roches que vous avez sous vos pieds, elles sont cassantes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile d'imaginer une roche qui est ductile, c'est que vous avez toujours vu des roches cassantes. Dans cette zone-là, donc ici on est dans le manteau, donc ces deux zones-là, elles se comportent de la même manière, hein, ici manteau supérieur, manteau inférieur. On a dit qu'on était dans une zone de convection parce que le gradient thermique était faible. Et on peut en conclure que la roche, elle est ductile, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on a vu la dernière fois quand on a analysé le modèle PREM. On a parlé de la LVZ, Low Velocity Zone, une zone, ici, juste cet endroit-là, cette zone où la vitesse des ondes sismiques diminue, ce qui est une conséquence du fait que la température augmente et que la roche devient ductile, c'est-à-dire capable de se déformer. Donc on a plusieurs informations qui confirment en effet qu'on a bien de la convection ici. Ici on a de la conduction, et le fait qu'on ait de la conduction, là c'est lié à une différence de composition. Donc si vous vous rappelez bien, le manteau terrestre, toute cette partie-là, la roche qui compose ce manteau, c'est de la péridotite. Alors que le noyau, il est composé principalement de fer et de nickel. Il n'est pas composé d'une roche. On n'a jamais vu cette roche. Enfin, si, en fait, on peut en voir des extraits dans les météorites, mais c'est pas important. Et donc, en fait, le fait que entre cette partie-là et cette partie-là, on ait de la conduction, c'est parce que ici, on a quelque chose qui est en mouvement, mais c'est pas le même liquide, enfin, pas la même roche que cette partie-là. Donc là, il n'y a pas de matière qui passe cette limite-là, qui monte et qui descend. C'est pas possible, ça. Parce que là, il y a une roche et là, une autre roche. Toutes ces roches sont à des températures et des pressions telles qu'elles sont en mouvement et qu'elles peuvent se déformer. Mais il n'y a pas d'échange de matière entre ces deux zones-là. Donc, on est dans une zone de conduction. Mais là, c'est du détail, cette zone-là. Pourquoi est-ce que c'est de la conduction à cet endroit-là? Dernier élément, ici, dans le noyau externe, les données thermiques vous permettent de conclure que vous êtes en convection, et ça c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on a vu, ce que vous avez vu dans la dernière activité où on a travaillé sur la zone d'ombre. Dans la zone d'ombre à la suite d'un séisme, ici pour les ondes P, on n'a jamais d'ondes sismiques P qui sont enregistrées à cet endroit-là parce que les ondes sismiques se retrouvent déviées par le noyau externe et elles arrivent à cet endroit-là. Et donc, les ondes P qui arrivent à cet endroit-là, c'est celles qui ont traversé le noyau liquide. Et quand on regarde les ondes S, on n'a aucune onde S qui arrive à cet endroit-là. Parce que les ondes S, vous connaissez la propriété, elles peuvent pas faire ça parce qu'elles ne se propagent pas dans le liquide. C'est-à-dire que les ondes S, elles vont là, puis après elles s'arrêtent. Donc ça veut dire, le fait que ici on n'observe pas d'onde S, ça implique que cette zone-là, c'est du noyau liquide. Donc, tout ça, c'est tout à fait cohérent. Avec les ondes sismiques, les enregistrements directs, on voit qu'on a une zone liquide, et avec les données thermiques, qui sont des données indirectes issues de la sismologie, on voit que là, on a de la convection, donc c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'on a quelque chose qui est une roche qui est en mouvement. Donc, pour conclure, vous avez ce schéma bilan. Les notions que vous devez être capable de lier, c'est vous devez connaître ce que c'est qu'un gradient thermique, il y a une erreur ici, ce que c'est qu'un gradient thermique fort ou faible, l'efficacité, relier l'efficacité du transfert thermique, est-ce qu'il est efficace ou pas efficace au type de transfert thermique. Donc là, à chaque fois, un fort gradient thermique, ça veut dire que le transfert thermique, il n'est pas efficace, que la chaleur, elle n'est pas bien évacuée. Ça implique qu'on est dans un transfert thermique en conduction, et ça implique qu'on a une roche qui est rigide, cassante, il n'y a pas de mouvement à l'intérieur de la roche. De la même manière, vous devez être capable de relier tous ces éléments-là pour analyser les graphiques qu'on peut vous donner. Donc le schéma bilan de ce chapitre, donc ce que l'on vient de voir ici, c'est ça. Donc conduction en surface, convection dans le manteau supérieur, ici nous rappelé la sténosphère, convection dans cette autre partie-là, sachant que ça et ça, c'est des cellules différentes, il n'y a pas de matière qui est fait comme ça encore. Conduction entre le manteau et le noyau, convection à l'intérieur du noyau externe qui est composé de fer et de nickel. Ici, vous avez un petit rappel sur la composition des roches, péridotite pour le manteau, fer et nickel, granite, gabbro, basalte, ce que l'on a vu ici pour la croûte océanique, ici pour la croûte continentale.
Et enfin, le comportement mécanique des roches, ce que l'on a vu, ductile dans le manteau et rigide en surface. Et tout ça, c'est en accord avec